Vous souvenez-vous d'Indépendance et Expansion? Non, eh ben c'est un tort. En 5 ans, Indépendance et Expansion a engrangé 270% de gains, en 10 ans 302%, et puis en 20 ans la bagatelle de 1680%, soit du 14,6% annualisé. Ça y est, je me doute que j'ai votre attention. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir l'équipe de gestion d'Indépendance et Expansion. Autour de la table, nous avons William Higgins. William, bonjour. Bonjour Vincent. À vos côtés, Audrey Bacro. Audrey, bonjour. Bonjour Vincent. De l'autre côté, Victor Higgins. Victor, bonjour. Bonjour Vincent. Et enfin, pour compléter ce quatuor, Arthur Marle. Arthur, bonjour. Bonjour Vincent. Bienvenue à tous. Alors, je vais m'adresser à tout seigneur, tout honneur, aux plus âgés. William, je vous ai connu gérant Indépendance et Expansion tout seul, puis ensuite Audrey vous a rejoint. Là maintenant, vous êtes 4, dont 3 qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Alors, 2 questions. Pourquoi avoir étendu l'équipe et pourquoi l'avoir rajeuni? Alors, avoir étendu l'équipe, c'était parce que, disons, comme vous m'avez connu seul, je gérais probablement 50 millions d'euros. Aujourd'hui, on est monté à un peu moins de 400. Donc, il était assez logique qu'on renforce l'équipe. Parce qu'il faut aller chercher des idées nouvelles? Il faut aller chercher des idées nouvelles. Il est plus difficile de battre un marché avec 400 millions d'euros sous gestion qu'avec une centaine de millions. Donc, il est logique qu'on soit renforcé. Par ailleurs, nous avons l'idée de lancer un fonds européen. Et là, par contre, ça justifie vraiment de doubler la taille de l'équipe. D'accord, mais vous n'avez pas totalement répondu à ma question, à ma double question. Pourquoi des jeunes? Alors, pourquoi des jeunes? S'il y avait beaucoup de vieux qui pulvérisaient l'indice, on recruterait des vieux. Comme il y a peu de gens qui pulvérisent l'indice et à la limite, ceux-là, ils ne veulent pas bouger, il n'y a pas vraiment de raison de recruter des vieux. Par ailleurs, je préfère avoir des gens qui adhèrent à la méthode que j'utilise, c'est-à-dire qui peuvent apprendre comment réaliser une gestion value. Alors justement, la méthode, je me tourne vers Arthur. Est-ce qu'elle reste identique à ce qu'elle a été précédemment ou est-ce qu'elle va évoluer du fait que les encours ont progressé et puis que vous êtes plus nombreux aujourd'hui? Exactement. Alors en fait, la méthode est restée très constante et c'est une méthode qui est stricte, qui repose sur des critères qui sont des critères quantitatifs et des critères qui, pour la plupart, viennent de la lecture d'articles académiques, de recherches académiques, et le reste sont le fruit de l'expérience. Le premier d'entre eux, c'est l'exigence pour nous d'avoir des sociétés qui ont un prix sur cash flow décoté par rapport au prix sur cash flow de notre indice, qui est le CAC Mid & Small. Le second critère est un critère qui a toujours été appliqué par William, mais qui a été consacré par la recherche universitaire un peu tardivement en 2013, par Robert Novi-Marx, qui est l'exigence d'avoir des sociétés qui ont une rentabilité des capitaux investis qui est élevée. Et enfin, nous ne voulons pas de sociétés en perte, et particulièrement, nous cherchons des sociétés qui ont une marge d'exploitation supérieure à 4 ou 5%. Bon, là, ce sont 3 critères quantitatifs, mais si vous vous reposez que sur ces 3 critères quantitatifs, vous n'avez pas besoin d'être 4, il le faisait très bien, donc... Exactement. Pourquoi être 4 Exactement. Alors en fait, ces critères agissent un peu comme un filtre qu'on applique à l'univers des sociétés françaises. Vous avez à peu près 1000 sociétés qui sont cotées en France, 300 environ dans notre univers. Et après application de ce filtre, on arrive à une cinquantaine, soixantaine de sociétés qui sont pour nous analysables. Une fois que nous avons tout ça, à l'aide de l'information disponible, des rencontres multiples avec les dirigeants qu'on rencontre plusieurs fois par an, et autant que possible des visites de sites, on va alimenter notre modèle de valorisation interne. Mais là, je fais une petite aparté. Finalement, il vous servent à ça, à aller voir des dirigeants que vous refusiez d'aller voir. Non, j'allais les voir, mais je me méfie. Pas tant que ça. Enfin, vous le professiez, vous disiez finalement, je ne crois pas tellement les dirigeants, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller les voir. Disons, le problème, c'est que je suis un garçon stressé et donc j'aimerais pas ne pas avoir une information que le marché aurait. Donc il faut aller voir les dirigeants pour avoir à peu près être au même niveau que tout le monde. Néanmoins, mon expérience a montré que j'ai jamais vu un dirigeant qui m'ait dit que sa société allait mal. Et que donc, quand on a décidé qu'une société allait mal, il faut mieux fermer ses oreilles.
D'accord. Et là, vous envoyez tout de même des jeunes au charbon. Alors, je reprends avec Arthur. Donc, vous allez voir les dirigeants. Exactement. Et donc, grâce à ces multiples rencontres, ces visites de sites qui nous permettent surtout de mieux comprendre l'activité et à l'information qu'on récolte en ligne grâce à la lecture de documents de référence, on va évidemment alimenter notre modèle d'évaluation propre. Et ce modèle, à la fin, nous dira si oui ou sinon on peut ou pas investir dans une société. Est-ce que le fait d'aller voir les dirigeants, il ne procède pas aussi d'une analyse, d'un backtest de votre gestion, où vous avez constaté que finalement le fait de ne pas aller voir ces dirigeants vous coûtait un peu de surperformance? Qui veut répondre à ça? William, tiens, puisque je vous mets en cause. Non, mais j'ai toujours vu les dirigeants. Je les ai toujours vus, mais je pense que c'est pas une des raisons essentielles de la surperformance. Ça, Mais vous avez bien backtesté votre gestion. oui, ça on l'a fait. En fait, c'est mon fils qui l'a fait pour être précis. Et on a découvert que globalement, à peu près 90% de la surperformance venait des critères qu'on applique et que 10% venaient d'inexplicables, donc peut-être du fait qu'il y a un côté subjectif et que de temps en temps, quand on voit un dirigeant qui sourit alors qu'il ne sourit pas d'habitude, on se dit que ça va bien et que les marges vont être plutôt meilleures que ce qu'on anticipait. D'où l'intérêt tout de même d'aller les voir, si j'ai bien compris. Exactement. Des critères quantitatifs et des visites aux dirigeants et des entretiens avec eux. Bon, très bien. Donc, en gros, vous restez fidèle à ce qui a été fait précédemment. Mais on a vu une progression très sensible des encours. Du coup, quand les encours progressent, généralement, on n'adresse pas le même type de valeur. Est-ce que on peut rester, et là je me tourne vers Audrey, est-ce qu'on peut rester rigoureusement value? Primo, quand le marché a progressé, que les valeurs qu'on a sélectionnées ont performé, est-ce qu'on reste réellement des investisseurs value? Parce que ça, c'est revendiqué par Indépendance et Expansion. Oui, je pense qu'on peut continuer à parler de gestion value, parce que notre gestion value consiste à investir dans les sociétés qui sont les moins chères de notre indice de référence. Et même si l'indice et les valeurs, les cours ont fortement augmenté, il reste tout de même des valeurs les moins chères, puisque c'est des critères relatifs, finalement. La value, c'est du relatif. La value, c'est du relatif. Donc on sélectionne des prix sur cash flow les moins chers de notre indice de référence, des ROI les plus élevés, sur l'année en cours, en fait. Donc on achète les valeurs les moins chères de l'année en cours. Et ces valeurs les moins chères, aujourd'hui, vous les trouvez plutôt dans les valeurs moyennes que dans les petites valeurs ou pas? Alors effectivement, les petites valeurs ont beaucoup augmenté, elles sont devenues plutôt chères. Par contre, on a observé que dans les valeurs de plus grande capitalisation, donc plutôt mid, il y avait encore pas mal d'opportunités, des valeurs qui étaient encore à des multiples très raisonnables. C'est pour ça qu'on s'est orienté dernièrement plutôt sur ces valeurs-là. Donc c'est plus indépendance, expansion small caps, mais mid caps finalement. Small et mid. Small et mid, Oui. on peut le dire. Non, mais on est actuellement mid. En fait, moi, j'ai relu mon prospectus récemment. Et en fait, on a toujours écrit, quasiment depuis 92, qu'on investissait dans les small parce qu'ils étaient moins chers que les mid. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Donc, dans les mid, notamment, on peut trouver ALD, Aperam et Arkema, qui ont des valorisations, pour moi, nettement inférieures à celles des small. D'accord. Donc, mais vous restez des investisseurs value. Et alors, j'aimerais tout de même insister un petit peu parce que je sais bien que vous revendiquez, vous me l'avez dit quelques fois en off, le fait d'être parmi les rares à être value sur la place. Finalement, il y a beaucoup de gens qui se disent value, mais peu le sont. Je ne vais pas me tourner vers vous parce que je connais votre point de vue, je vais me retourner vers Audrey. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être aussi affirmatif, aussi péremptoire en la matière? Sans avoir fait un audit approfondi de toutes les sociétés de gestion de la place, je pense que notre singularité vient déjà dans notre définition même de ce qui est la value et la gestion value, comme l'a décrite Arthur. Donc, qui consiste vraiment à acheter des valeurs les moins chères par rapport à l'année en cours. Et ça, c'est important. Ce sont les valeurs les moins chères à l'instant T. Et on ne se base pas sur des modèles prédictifs avec des prévisions aberrantes à 3, 5 ans, 10 ans pour dire que la valeur n'est pas chère parce que dans 10 ans, le chiffre d'affaires va doubler, tripler. Donc on achète vraiment. Donc on est assez strict sur
notre méthodologie et on est très transparent déjà sur la manière dont on l'applique, nos critères de sélection. Et peut-être aussi ce qui nous démarque un peu des autres, c'est que notre stratégie est restée la même et elle est restée pratiquement inchangée depuis la création du fonds. Quelle que soit l'évolution de la taille des encours, on a su, je pense, rester fidèle du coup à cette stratégie. Quand on évalue, est-ce qu'on a une discipline de vente très stricte ou pas? Alors oui, on a un process aussi qu'on essaye d'avoir le plus rigoureux possible. Au quotidien, en fait, on a un suivi des valeurs que nous avons en portefeuille, qu'on peut classer par prix sur cash flow, en fonction de nos multiples, ou de prix sur valeur cible, donc la valeur cible étant déterminée par nos modèles de valorisation en interne. Donc on essaye d'avoir la rigueur d'alléger donc la valeur qu'on estime la plus chère, bien qu'une de nos règles aussi est de conserver les valeurs qui montent dans les limites où elles ne dépassent pas 10% de l'actif net. Et inversement, on vend de manière systématique la valeur qui a le moins bien performé sur les 6 derniers mois, parce qu'on estime que quelque chose nous a quelque part échappé et qu'il vaut mieux la vendre. Donc vous ne dérogez pas à ces principes. On a aussi une rigueur aussi. Disons, on est très value, mais on a une pincée de momentum. C'est-à-dire on supporte des titres surévalués sous réserve qui montent et on les allège relativement lentement. Alors, on a bien compris que vous aviez une méthode de gestion et une approche singulière. Et ces méthodes et approches, vous allez les décliner avec un fonds européen. Et là, je me tourne vers Victor. Victor, vous n'avez pas encore parlé, mais c'est le moment. Parce que vous allez être en charge de ce fonds européen qui n'a pas encore été lancé. On attend le visa. Mais ça sera une déclinaison réellement de tous les principes de gestion qu'on vient d'énoncer ou on va avoir des variants? Non, en fait, vous avez bien décrit, je pense mes différents camarades ont bien expliqué la méthodologie. Ce qu'on veut, nous, c'est répliquer cette stratégie d'investissement qui a très bien fonctionné en France, de façon vraiment, voilà, c'est une méthodologie qu'on maîtrise, que toute l'équipe maîtrise. Vous disiez que j'allais être en charge, enfin c'est l'équipe au sens large qui va être en charge de ce fonds. Et donc c'est de répliquer cette méthodologie sur un périmètre élargi. Ça va être vraiment la même chose avec les mêmes critères. Alors, même critère, vous avez d'ores et déjà backtesté l'univers d'investissement, enfin la méthode de gestion par rapport à l'univers d'investissement ou pas? Oui, c'est comme ça qu'on en est venu là en fait. Ça faisait longtemps en fait, qu'on se demandait s'il était possible de répliquer les mêmes niveaux de surperformance qu'on avait en France, donc sur ce périmètre élargi. C'est un vrai souci parce que nous, on considère que vraiment notre raison d'être, c'est notre capacité à surperformer le marché. Et donc on ne voulait pas se lancer dans un fonds européen sans quand même cette conviction, au moins au sein de l'équipe, qu'on était capable de surperformer. Et effectivement, on a testé ça donc avec des logiciels de backtesting. Et donc on a pu entrer exactement nos critères d'investissement sur le fonds France, donc sur ce périmètre élargi. Et les résultats ont été vraiment très probants. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près les mêmes niveaux de surperformance avec un alpha sur longue période qui est supérieur à 5%. Donc, et comme disait William tout à l'heure, il y a quand même peut-être 85-90% de la performance déjà du fonds France qui s'explique par ces critères, et donc on retrouve aussi sur le fonds européen. Est-ce que la typologie de valeurs traitées, achetées au travers de ce fonds, sera identique à celle qu'on retrouve dans Indépendance et Expansion? Vous voulez dire en termes de taille de capitalisation? Absolument. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que nous on est small et mid cap. Après on est agnostique de savoir si c'est plus small ou mid, comme Audrey le disait très bien tout à l'heure. Nous on va juste chercher les valeurs qui sont les moins chères. Donc c'est pareil d'ailleurs en termes de répartition géographique, on va aller chercher les sociétés les moins chères, quel que soit leur pays. Donc voilà, nous aujourd'hui on a fait ce travail de screening, on sait qu'au niveau européen il y a à peu près 250 valeurs qui correspondent à nos critères. Il y aura un recoupement assez important avec la France. De combien à peu près? Puisque sur la France il y a à peu près 50-60 valeurs qui sont dans ces critères, donc on va garder quand même une surpondération sur la France. Et la France va a priori représenter à peu près 30% du portefeuille. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que ce fonds est voué à avoir des biais géographiques? Donc, d'abord la France, parce que factuellement, en fait, si on regarde l'Europe continentale, les 3 zones où il y a le plus de PME cotées sont la France, l'Allemagne et l'Europe du Nord, en particulier la Suède, où c'est vraiment un pays de PME cotées. Il y a, pour donner des ordres de grandeur, donc on disait à peu près 900 000 sociétés cotées en France. En Suède, il y en a 800, alors que c'est un pays de 10 millions d'habitants. Donc c'est vraiment une économie manufacturière de sociétés cotées. Donc il y aura un biais sur ces 3 zones géographiques.
Alors, j'ai une question que j'adresse à l'ensemble. Bon, on a bien compris que vous avez élargi l'équipe parce qu'il fallait trouver davantage d'idées, déjà rien que pour le fonds France. Bon, vous allez lancer un fonds européen, très bien, mais est-ce que à 4, vous allez avoir assez de bras et de cerveau pour couvrir tout cet univers qui est considérablement élargi par rapport à celui que vous couvrez actuellement? Qui veut répondre? William. Alors d'abord, on est quand même très quantitatif. L'intérêt du quantitatif, c'est que ça va vite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le premier fonds, au début, je ne sais pas combien on va lever, mais ça risque quand même d'être petit et donc demandera relativement peu de travail. Et donc, tant qu'il ne dépasse pas les 100 millions, 4, c'est largement suffisant. Sachant que maintenant que je fais des mids, je trouve ça relativement facile. Parce que quand j'avais une bonne idée sur une small, je pouvais mettre 1 an pour faire la ligne et 1 an pour sortir. Alors que là, je fais ça dans la journée ou dans une semaine au maximum. Donc, quelque part, les mids, c'est relativement facile. Donc, ça, c'est le premier point. Moi, je vais quand même dire un petit bémol. On a backtesté le fonds européen, mais nous ne garantissons pas la surperformance. Au cas où les performances passées ne garantissant pas les performances On est bien futures. d'accord. Hein. Voilà. C'est bien de le répéter et de le préciser. Au cas où il y aurait un accident, il faut mieux prévenir. Il n'y a pas de performance garantie. Hein. Voilà, c'est Jamais. ça. Donc, non, en plus, vous me direz, les temps ont changé, mais j'ai quand même géré un fonds tout seul pendant 15 ans, donc on y arrive quand même. Bon, le message, donc, c'est une équipe renforcée Ouais. pour être toujours aussi performant avec indépendance et Et puis, expansion. il faut essayer de se rendre compte qu'on perd des neurones avec l'âge, donc il était temps qu'on rajeunisse un peu. J'osais pas vous le dire, mais c'est bien que vous le précisiez. Et donc, un univers d'investissement qui va s'élargir avec un fonds Europe qu'on attend impatiemment. Donc, on espère que ça sera pour bientôt. Merci à tous. Merci. Merci Vincent. Merci Vincent.